Vous allez écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre de la 9e édition du festival L'Histoire à venir du 14 au 17 mai 2026 autour de la thématique Feu. La séance s'ouvrait avec une lecture proposée par un ou une libraire d'Ombre Blanche en lien avec la thématique de la table ronde. Bonne écoute. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à nouveau. Avant de laisser la parole à Cécile Michel, évidemment, qui vient pour nous présenter son livre Au Seuil, quand les femmes écrivaient l'histoire. Et je veux dire un petit mot sur l'animation du jour. C'est Samuel Péricot qui est libraire dans le rayon Histoire qui discutera aujourd'hui avec Cécile. Samuel a proposé, avant évidemment le festival, que les libraires prennent la parole avant les rencontres pour lire des extraits de leur choix. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est Nicolas qui est au rayon littérature qui va nous lire 2 textes, c'est ça ? 2 textes. Alors, moi j'ai choisi Les livres qui brûlent. Donc évidemment, un texte de l'introduction, le début du livre de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Et puis après, un texte beaucoup moins connu d'un écrivain russe qui s'appelle Vladimir Sorokin. Le livre s'appelle Manaraga. Voilà, vous allez voir, on est dans les autodafés à fond. Le plaisir d'incendier. Quel plaisir extraordinaire c'était de voir les choses se faire dévorer, de les voir noircir, se transformer. Les poings serrés sur l'embout de cuivre, armé de ce python géant qui crachait son venin de pétrole sur le monde, il sentait le sang battre à ses tempes, et ses mains devenaient celles d'un prodigieux chef d'orchestre qui dirigeait toutes les symphonies en feu majeur pour abattre les guenilles et les ruines carbonisées de l'histoire. Son casque symbolique, numéroté 451, sur sa tête massive, une flamme orange dans ses yeux, à la pensée de celle qui allait se produire, il actionna l'initeur d'une chiquenaude et la maison décolla dans un feu vorace et embrasa le ciel du soir, de rouge, de jaune, de noir. Comme à la parade, il avança dans une nuée de lucioles. Il aurait voulu, conformément à la vieille plaisanterie, plonger dans le brasier une boule de guimauve piquée au bout d'un bâton, tandis que les livres, comme autant de pigeons battant des ailes, et mouraient sur le seuil de la pelouse de la maison, tandis que les livres s'envolaient en tourbillons d'étincelles avant d'être emportés par un vent noir de suie. Montag arbora le sourire féroce de tous les hommes roussis et repoussés par les flammes. Il savait qu'à son retour à la caserne, il lancerait un clin d'œil à son reflet dans la glace, à ce nègre de music-hall passé au bouchon brûlé. Plus tard, au bord du sommeil, dans le noir, il sentirait ce sourire farouche, toujours prisonnier des muscles de son visage. Jamais il ne le quittait, ce sourire. Jamais, au grand jamais, autant qu'il s'en souvient. Et puis donc, 2 salles, 2 ambiances. Le livre s'ouvre comme ça. 13 mars, soir. Brochette d'esturgeon grillé à l'idiot. Roman bon poids, 720 grammes, 509 pages. Papier vélin, reliure pleine toile. A largement suffi pour 8 brochettes. Comme convenu, le client et ses 7 invités avaient solennellement pris place autour du grill. Pas seulement, bien sûr, pour se convaincre que j'utilisais vraiment l'édition originale comme combustible, un volume à 8700 livres sterling, mais que je ne lui avais pas substitué je ne sais quel polar nordique du XXIe siècle, étalant 150 nuances de médiocrité. Ils voulaient de l'art, ils ont été servis. Tout était pile-poil, et moi j'étais au top. Évidemment, il n'y a qu'un book and griller averti pour connaître toutes les choses trappes qu'il doit éviter dans son job. C'est ça notre tambouille interne. Au temps où on imprimait des romans, on usait, comme chacun sait, de différents types de papier, qui brûlent de différentes façons. Parfois, le feu s'étouffe. Parfois, il fait des étincelles. Du coup, les pages flambent et se collent à la viande ou volettent au-dessus de la tête des clients. Nos grilles sont équipées de groupes filtrants qui empêchent le papier de s'enflammer ou de calciner. Généralement, ils ne servent qu'aux débutants. Un vrai chef doit faire travailler ses mains et sa tête. Je vous remercie. Merci Nicolas. Ce sont 2 textes qu'il aime beaucoup. Je suis assez content qu'il ait accepté et décidé de les lire. Je vais commencer par vous accueillir au nom de l'Histoire à venir, du festival. Je suis membre du comité scientifique de l'organisation. La thématique, c'est le feu cette année, mais je pense que vous commencez à l'avoir compris.
merci beaucoup. Je vais donc maintenant gentiment passer dans mon second rôle, qui me permettra de remercier l'équipe de l'Histoire à venir, le comité scientifique, parce qu'on m'a demandé d'animer cette rencontre. Au début, je n'avais pas spécialement envie d'animer une rencontre, parce que du coup, je laisse mon rayon tout seul. Et en fait, merci beaucoup à l'équipe, parce que je suis absolument ravi que ce soit cette rencontre-là qu'on m'ait demandé d'animer. Ça m'a permis de lire le livre de Cécile Michel, qui est ici, qui est assyriologue, directrice de recherche au CNRS, mais aussi professeure à Hambourg, c'est important, et qui vient de faire publier au Seuil quand les femmes écrivaient l'histoire entre la Mésopotamie et l'Anatolie il y a 4000 ans. Un certain nombre d'entre vous, j'ai parlé de ce livre. Je leur ai dit, ouais, venez, il y a des femmes qui se plaignent de leur mari au Proche-Orient il y a 4000 ans. Apparemment, ça a marché, ça convainc les gens de venir. Finalement, on va y aller direct comme ça. Cécile, est-ce que tu pourrais peut-être nous préciser un peu le contexte dans lequel, de ce dont on va parler maintenant? Merci beaucoup et merci aussi à Ombre Blanche pour l'invitation. Je vais peut-être intégrer ça plus largement parce que la base de mon travail, c'est déchiffrer des tablettes cunéiformes. Alors, qu'est-ce que c'est que le cunéiforme? Peut-être on va commencer par là. Donc, c'est la première écriture qui a été inventée dans l'histoire de l'humanité par un peuple qui s'appelait les Sumériens, qui parlait une langue qui est affiliée à aucune famille linguistique connue aujourd'hui. Et cette invention d'écriture se situe vers 3400 avant Jésus-Christ. Et puis, comme ils ont innové, c'est avant les Égyptiens, hein, c'est quelques 200 ans avant les hiéroglyphes égyptiens qui sont nés de façon totalement indépendante des cunéiformes mésopotamiens. Et puis, vers à peu près 2600 avant Jésus-Christ, milieu du 3e millénaire, il y a des populations différentes qui sont arrivées dans la région. La région, c'est entre le Tigre et l'Euphrate dans l'Irak actuel, qui n'avaient pas d'écriture et qui ont emprunté l'écriture des Sumériens, les cunéiformes, pour l'adapter à leur propre langue. Et au lieu, les Sumériens avaient inventé un système d'écriture logographique, un signe pour un mot, et puis comme le chinois, hein, l'écriture des chinoises, et comme au chinois, il y a des mots assez courts, donc à chaque signe, on avait un son, et les Akkadiens qui sont arrivés dans cette région, qui, eux, parlaient une langue sémitique. Alors une langue sémitique, c'est comme l'hébreu, l'arabe, l'araméen aujourd'hui. Ces Akkadiens ont emprunté les signes cunéiformes, se sont pas vraiment intéressés au sens des signes, mais au son. Et ils ont décomposé leurs mots en syllabes pour inventer un système syllabique. Et les tablettes que j'ai traduites et que j'ai intégrées dans ce livre sont écrites en akkadien syllabique. Alors, pas tout à fait de l'akkadien, parce que c'est un dialecte de l'akkadien. Parce qu'à partir de 2000 avant Jésus-Christ, dans le sud de la Mésopotamie, on écrit en babylonien, et dans le nord, on écrit en assyrien, qui vient du nom de la ville d'Achour ou Assur. Et Assur se situe à peu près à 100 km au sud de Mossoul. Donc, ces tablettes sont écrites en vieil assyrien ou paléo-assyrien, la première forme d'assyrien écrite. Voilà. C'était pour mettre un petit peu plus dans le contexte. Est-ce que tu peux préciser peut-être ces tablettes dont tu parles, ce dont il s'agit de manière un peu matérielle? Alors, c'est d'une région du monde où il n'y a pas beaucoup de richesses, il n'y a pas beaucoup de cailloux, il n'y a pas beaucoup de métaux. Par contre, il y a 2 grands fleuves, il y a une grande vallée entre le Tigre et l'Euphrate, et il y a beaucoup d'argile. Donc, les gens, localement, ont utilisé l'argile pour tout faire. Évidemment, la vaisselle du quotidien, évidemment, les constructions en briques d'argile crue, mais aussi le support d'écriture, c'est l'argile. Et alors, avec un thème comme le feu, c'est assez magnifique, parce que hier, nous avions une table ronde sur le thème « Ce que laisse le feu », et mes collègues historiens, tous, ils avaient des documentations qui étaient parties en fumée. Lorsque les maisons brûlent, les tablettes d'argile cuisent. À l'origine, elles ne sont pas cuites, et du coup, elles sont d'autant mieux préservées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on estime que l'écriture cunéiforme s'est éteinte au IIe siècle après notre ère, donc c'est à peu près 3500 ans d'utilisation quand même, cette écriture, eh bien aujourd'hui, on doit avoir quelque chose comme 1 million de textes cunéiformes et on en trouve tous les jours. Donc c'est une vraie richesse
Et c'est des gens qui écrivent beaucoup de choses, et un peu sur tout. Donc ce sont des petits coussinets en argile. Alors je vous en ai apporté une, mais c'est une fausse, hein, vous inquiétez pas. Je ne me promène pas avec une vraie. C'est une réplique 3D qui est faite. Et ça, c'est encore plus extraordinaire parce que ces gens écrivaient plein de textes de tout style, mais ils écrivaient aussi des textes du quotidien, comme nous, par exemple, et donc des lettres. Et ça, c'est une lettre. Et les lettres voyageaient sous enveloppe. Sous enveloppe, parce qu'il ne faut pas que tout le monde puisse lire le contenu de la lettre, c'est confidentiel. Donc, et puis aussi, pour le transport, ça protège aussi concrètement, matériellement, le contenu. Et donc, les lettres étaient envoyées sous enveloppe. Alors, sur l'enveloppe, y a quoi ? Il y a le nom de l'expéditeur et du destinataire, et c'est tout. Et tout le texte est à l'intérieur. Et donc, grâce à des techniques modernes, pour certaines enveloppes qui sont restées fermées jusqu'à nous, eh ben, grâce à la tomographie, on a accès maintenant, on peut lire et même imprimer en 3D le texte à l'intérieur. Alors ça, c'est grandeur nature, c'est une petite lettre. Une lettre de cette taille peut avoir jusqu'à 50 lignes de texte. Donc on peut dire pas mal de choses. Et puis, à cette époque-là, et uniquement à cette époque-là, où les gens s'écrivaient beaucoup, et je vais revenir dessus tout à l'heure, eh ben, on pouvait mettre une deuxième page à l'intérieur de l'enveloppe pour rajouter encore du texte. Voilà. Alors, tu travailles sur un fonds d'archives, enfin, je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais très particulier. Est-ce que tu peux nous préciser où tu as fait des fouilles et où tu as trouvé tes tablettes ? Alors, on se situe donc au 19e siècle avant Jésus-Christ, et même, je vais préciser, dans la première moitié du 19e siècle avant Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a presque 4000 ans, grosso modo. Ces gens qui habitaient la ville d'Achour, donc dans le nord de l'Irak actuel, avec de l'aide, on va dire, même des règles de libre circulation des personnes, des marchandises, ont été encouragés par leurs souverains locaux à organiser des échanges commerciaux à longue distance entre cette ville d'Achour et à 1000 km de là, en Anatolie centrale, donc Turquie actuelle, à côté de la ville de Kayseri. Et ces Assyriens, en fait, ont mis en place ce mouvement de commerce international. Alors, il y a deux choses principalement qu'ils exportaient. Ils exportaient de l'étain. Pourquoi de l'étain ? On est en plein âge du bronze. Qu'est-ce qu'on fait ? Le bronze, c'est un mélange d'étain et de cuivre. En Anatolie, il y a beaucoup de mines de cuivre. Il y avait quelques mines d'étain, mais elles ont été un peu épuisées à la fin du 3e millénaire. Donc, au début du 2e millénaire, il n'y a plus assez d'étain pour faire du bronze. Donc, on est à l'époque du bronze moyen. Et il faut donc de l'étain en quantité. Et cet étain, il ne vient pas du tout d'Irak, puisque je vous ai dit que le sous-sol était pauvre. Il vient de beaucoup plus loin à l'est. On a fait des analyses sur des lingots d'étain, et en fait, il semblerait qu'ils viennent des régions du Tadjikistan ou d'Ouzbékistan actuel. Donc, c'est très, très loin. Donc, les habitants de l'Iran actuel, qui s'appelaient les Élamites, importaient l'étain depuis ces régions à l'est jusqu'à Achour. Les Assyriens achetaient l'étain, puis ensuite, ils le chargeaient à dos d'âne. Alors, ils élevaient des ânes assez robustes parce que le chemin était long, il fallait traverser les fleuves, les montagnes. Et puis, avec l'étain, ils transportaient des textiles. Alors, ces textiles avaient deux origines. Le sud de l'Irak actuel, donc les Babyloniens, qui étaient très réputés pour la qualité de leur laine et pour la qualité de leur tissage. Mais une partie de ces textiles était aussi produite par les femmes de la ville d'Assour. Donc, les épouses, les mères, les filles, les sœurs de ces marchands. Par conséquent, non seulement les hommes, mais les femmes étaient impliqués absolument également dans ce commerce international. Donc, ils traversaient toute cette distance entre Achour et cette région, je vais y revenir, en Anatolie centrale, avec leurs caravanes d'ânes qui pouvaient atteindre jusqu'à 300 ânes. Vous imaginez l'infrastructure que cela nécessitait. Et puis, ils arrivaient, alors ils franchissaient l'Euphrate, qui était une dernière barrière et frontière, et ils arrivaient sur l'est de l'Anatolie, et puis en Anatolie centrale. Et leurs archives, sur lesquelles je travaille, ont été découvertes donc, sur le site de Kultepe, qui signifie colline de cendres, donc ça dit bien que le site a brûlé, et qui est à 22 km au nord-est de la ville moderne de Kayseri. Alors ce site, il est déjà occupé au milieu du 3e millénaire, mais là, on se situe au début du 2e millénaire.
Et ces marchands assyriens faisaient du va-et-vient, puis au bout d'un moment, on commençait à s'installer pour plusieurs mois. Et puis en fait, de là, ils ont continué à circuler en Anatolie et ils ont construit et mis sur place à peu près une quarantaine de comptoirs de commerce. Donc il faut imaginer que là, il y avait un nœud central sur ce site de Kultepe, dont le nom ancien était Kanesh, mais qu'ils avaient aussi des antennes sur 40 sites dans toute l'Anatolie centrale. Donc sur ce site, on a retrouvé 23 000 tablettes cunéiformes, dont 22 000 datent du 19e siècle, de ces 60 ans au début du 19e siècle. Et ça a duré encore un siècle, mais sur le 18e siècle, on n'a que 500 tablettes. Donc on a beaucoup moins d'informations. Mais on doit imaginer qu'il y a d'autres sites sur lesquels on a des tablettes. Alors on en a identifié 3 autres, mais pour l'instant, il y a 70 tablettes là, 80 tablettes là et 3 tablettes là. Donc on en a encore à découvrir. Et ces textes, donc ce sont des textes commerciaux, puisque ce sont des marchands. Donc il y a beaucoup de contrats, de prêts, de sociétés en commandite. Alors ils ont développé un système commercial et financier extrêmement évolué, puisqu'on a même des chèques aux porteurs, des sociétés avec des partenariats, avec des calculs de dividendes tous les ans, etc. Enfin, c'est assez complexe. Mais ce qui est assez exceptionnel, c'est que comme ces gens-là étaient mariés dans la ville d'Assour, avaient des femmes, avaient des enfants, et voyageaient beaucoup, les laissaient très souvent, très longtemps, eh bien, le seul moyen de communication entre les membres de ces familles, et aussi entre les collègues qui étaient restés dans la ville d'Assour, c'est de s'écrire des lettres. Et donc, sur ces 22 000 tablettes, il y en a peut-être 9 à 10 000 qui sont des lettres. Et ça, c'est vraiment unique pour une période aussi reculée. Donc, en fait, toi, ce que tu as retrouvé, ce sont les lettres que les femmes envoyaient à leurs maris marchands, femmes et hommes, aux marchands qui étaient à Kanesh, qui étaient mais qui restaient quand même extrêmement longuement, qui finissaient par vivre pendant des années en Anatolie avant de revenir à Achour sur la fin de leur vie. Alors effectivement, ça a amené des situations un peu particulières, puisque au début, ces premières générations, on va dire la toute première génération de marchands, ils partent avec leur caravane, ils négocient leurs marchandises, ils reviennent. Mais bon, pour être plus efficace, avec la création des comptoirs de commerce, ce n'est pas un aller-retour. Alors, un aller, c'est 6 semaines déjà. Donc, c'est déjà un peu long. On négocie, on rentre, ça fait bien 2-3 mois d'absence. Mais en fait, au bout d'1 ou 2 générations, bien, pour mettre en place ces comptoirs de commerce, etc., ces marchands s'absentent très longtemps. Ils achètent des petites maisons sur place. Et puis, ils s'installent. Et puis, leurs femmes, à Achour, elles ont des vraiment très longues périodes de solitude. Alors, elles sont toujours là. Les premières générations, parce qu'après 1 ou 2 générations, les femmes aussi se sont mises à circuler et à voyager, à suivre leur mari, à rester sur place. Mais au tout début, en tout cas, les premières générations de femmes sont restées là et donc écrivent beaucoup de courriers parce qu'elles ont en fait beaucoup de tâches à faire. Elles se retrouvent seules à la tête de leur maison. Donc, ce sont devenues des chefs de famille. Elles ont beaucoup de choses à faire sur le quotidien. Elles ont les enfants à élever. Elles ont les personnes âgées à entretenir. Elles ont souvent des domestiques pour les aider parce que finalement, ce sont des familles aisées puisqu'elles font du commerce. Elles arrivent à avoir de l'argent. Elles sont en relation avec les autorités locales d'Assour et avec les collègues de leurs maris, de leurs frères, etc. Donc, elles gèrent aussi ces aspects-là. Puis, elles produisent des étoffes. Alors, elles produisent des étoffes pour habiller toute la famille, mais aussi le surplus de leur production sert à alimenter le commerce et elles sont rémunérées en retour puisque leurs étoffes sont vendues, donc elles reçoivent de l'argent. À partir du moment où elles ont de l'argent, elles l'investissent dans le commerce. Donc, elles font aussi des affaires. Donc, elles font aussi des prêts à intérêt. Elles sont aussi partenaires dans des contrats de société en commandite, etc. Donc, on arrive à une situation un petit peu particulière. Je peux peut-être lire une des tablettes, ça permettra de vous donner une idée un peu de cette littérature. Alors, chaque chapitre est construit à base d'une tablette qui sont reproduites dans le livre, ce qui vous permettra d'améliorer un peu vos compétences de lecture du cunéiforme. Il y a une traduction, quand même, pour qu'on parle un petit peu de comment on traduit.
Dis à Imdiloum et Ishtar-Bashti, ainsi parle Zizizi. Shiduna, ma sœur, est morte, et maintenant Altab, mon mari, est malade. Je ne m'en sors plus. Il n'y a personne avec qui je puisse parler et personne pour m'aider. Tu es mon père et mon maître. Tu es ma mère. Le jour même où vous prendrez connaissance de ma lettre, écrivez une tablette. Je vous en supplie, écrivez une tablette avec des mots gentils et que l'un de vos serviteurs me l'apporte ici. Encouragez-moi. Tu es mon père. Tu ne dois pas accepter les sollicitations de ton serviteur, mais tu dois accepter les miennes. Qu'une lettre de toi me parvienne pour m'encourager. Si je ne recevais pas une lettre de toi rapidement, j'en mourrais. Alors effectivement, ces lettres sont pleines d'émotions, sont pleines de... Elles écrivent un peu comme elles parlent. Alors l'histoire de Zizizi, donc ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de faire des micro-histoires. Donc j'ai choisi 24 femmes, en fait 26, donc il y a 24 chapitres. Et j'ai essayé de reconstituer leur histoire à partir des lettres qu'on a retrouvées, mais aussi à partir des contrats et à partir des différents textes qui les documentent. Alors l'histoire de Zizizi, qui en fait porte le même nom que sa maman, Ishtar-Bashti, mais elle a un surnom, un petit nom, heureusement, donc c'est Zizizi. Cette histoire est assez fantastique. Donc elle habite à Achour, où elle a épousé M. Altab, et elle mène ses affaires, ça marche plutôt bien, et elle s'occupe de sa petite sœur. Et puis il y a une épidémie. Ça arrivait malheureusement, et la petite sœur meurt, et le mari est malade, et en fait le mari va mourir. Et donc là, elle est à une période de sa vie difficile où elle demande à ses parents sa mère est partie s'installer avec son père à Kanesh, donc en Anatolie, et donc elle demande de l'aide à ses parents. Malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe à Achour, on n'a pas le retour des lettres, parce que Achour est une capitale d'empire assyrien au 1er millénaire, et donc les archéologues se sont toujours arrêtés au niveau du 1er millénaire. Vous savez que plus on descend en archéologie, plus on remonte dans le temps. Donc là, ils se sont arrêtés au 1er millénaire, c'est une capitale d'un empire énorme, etc. Et donc on n'a jamais vraiment creusé dessous, donc on ne sait pas où habitaient ces marchands au début du 2e millénaire. Donc on n'a que les lettres qui sont arrivées, on n'a pas les archives sur place. Donc Zizizi va se retrouver veuve. Et puis, elle va finir par faire le voyage, elle aussi, et partir à Kanesh. Et puis, quand elle arrive à Kanesh, elle ne va pas rester très longtemps célibataire, et elle choisit de se marier avec un local, un Anatolien. Donc, quelqu'un qui n'est pas de la même, qui parle pas la même langue qu'elle, etc. Et là, elle demande encore à son père de l'aider. Et donc, son père, à un moment, commence à s'énerver parce que quand tout va mieux pour elle, c'est les parents qui ont des petits soucis financiers. Et les parents sont rentrés à Achour. Donc voilà, on a une espèce de chassé-croisé. Et donc, on apprend par une lettre de son père que maintenant que tout va bien pour elle, elle s'en fiche un peu de sa famille. Et le père lui écrit... Oui, ça ne va pas du tout, tu ne nous viens pas en aide alors que maintenant les affaires marchent bien pour toi. Comme tu as épousé M. Altab, j'ai dépensé quand même 5 mines d'argent pour ton mariage. Alors là-dedans, il y a la dot, il y a le banquet, il y a tout ce qu'il fallait. Et puis, quand ton mari est mort et que tu t'es remarié avec un Anatolien, j'ai à nouveau dépensé 5 mines d'argent. Donc, j'ai quand même donné beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, que nous, ta mère et moi, on a besoin d'un peu d'aide, eh bien, tu ne nous viens pas, tu nous ignores. Et puis, tu fais comme si on n'existait plus. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, c'est assez intéressant de voir ce renversement de situation. Alors là, vous devez vous dire que Cécile a commencé à fantasmer complètement l'histoire de Zizizi, parce que quand même, dans ce qu'on a entendu de la tablette, il n'y a pas toutes ces informations. Une des particularités de ces lettres, c'est qu'elles étaient conservées. Et il y avait des archives familiales, c'est-à-dire il y a des plans d'architecture des maisons telles qu'elles étaient, dans lesquelles il y a une salle d'archives dans laquelle toute la correspondance familiale était préservée. Alors tu le disais, peut-être explique comment elles étaient conservées et la manière dont on peut un peu densifier les informations.
Alors, on peut peut-être aussi remonter dans le temps. Comment on les a découvertes? Parce que c'est vrai que c'est assez loin du cœur de la Mésopotamie. Et à trouver des tablettes cunéiformes aussi loin de là où l'écriture a été inventée a un peu interloqué les savants. Alors en fait, ces tablettes sont apparues sur les bazars de Kayseri et d'Istanbul dans les années 1870-1880. Et là, j'ai eu la chance de travailler sur des archives d'un savant de l'époque qui a participé au déchiffrement des écritures cunéiformes. Et un égyptologue lui envoie une tablette en disant en Égypte, j'ai trouvé aussi des textes cunéiformes. Qu'est-ce que vous en pensez, chers confrères, chers collègues? Et le savant, Jules Aupert, répond à cet égyptologue: ah, mais ça me rappelle quelque chose parce qu'on m'a aussi rapporté des tablettes de Cappadoce. Aussi loin que l'Égypte ou la Cappadoce, c'est quand même très curieux d'avoir de l'écriture cunéiforme. Donc, dans un premier temps, j'ai pensé qu'il s'agissait de faux. Parce qu'il faut vous dire que déjà à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on fabriquait des faux. Et oui, l'histoire des faux est très, très ancienne. Et donc, ce savant, au bout d'un moment, reprend son courrier et il dit, mais finalement, en reprenant les tablettes en question, ben non, il s'avérait que ce soit des vrais. Alors, les savants essayent de savoir d'où viennent ces textes et on apprend que ça vient de la région de Kayseri. Donc, il y a des expéditions, quelques savants français puis allemands vont se rendre là-bas, mais ils ne trouvent rien sur place. Pourquoi? Parce que le site de Kultepe, donc c'est un tel, c'est-à-dire un site circulaire où, donc dans ces régions, on construit en briques crues. Donc, les intempéries font que les briques fondent et on doit rebâtir. Donc, on a tous ces tels, ces collines de terre qui, en fait, représentent des sites archéologiques. Et les savants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fouiller au sommet. Mais au sommet, il y a quoi? Il y a des palais, il y a des temples, il y a des bâtiments monumentaux. Mais il n'y a pas d'écriture, puisqu'à l'époque, en Anatolie, il n'y avait pas d'écriture. L'écriture, elle a été apportée par les Assyriens. Ils écrivent dans leur langue avec l'écriture cunéiforme qu'ils ont apportée. Les locaux, les Anatoliens, n'avaient pas d'écriture. Et en fait, c'est en 1925 un savant tchèque qui vient avec plein de personnel pour fouiller une fois de plus sur le sommet. Et au moment de repartir un peu dépité parce qu'il a acheté des tablettes mais il n'a pas trouvé la source, il prend un taxi, le chauffeur avait un peu trop bu et lui dit « Ah ah ah, vous êtes drôles tous ces savants étrangers. Vous essayez de trouver des tablettes sur le sommet du tel, mais elles ne viennent pas du tout de là, elles viennent des champs, de nos champs, là, en contrebas. » Donc, avant de partir, il va fouiller en contrebas. Et effectivement, la ville basse, la ville où se sont installés ces marchands assyriens, c'est autour de ce tel où on trouve tous les bâtiments monumentaux. Donc, c'est dans la ville basse. Et cette ville basse donc, a été explorée par des visiteurs pendant quelques années. Et puis, en 1948, les Turcs ont commencé des fouilles et le site est fouillé en continu non-stop depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Et moi, ça fait une douzaine d'années que je participe à la mission archéologique turque, donc je suis tous les étés sur le terrain. Et donc, ces archives sont trouvées dans des maisons privées. Les marchands assyriens avaient acheté des maisons locaux et s'étaient installés à côté. Donc, la population est complètement mélangée, mixte entre Anatoliens et Assyriens. Et dans ces maisons, donc dans pas mal de ces maisons, on a pour l'instant fouillé 9 hectares de la ville basse, mais elle doit être beaucoup plus grande. On a fait des sondages et en fait, elle devait entourer complètement l'hôtel principal. Dans ces maisons, dans 9 hectares, ils ont fouillé 300 maisons à peu près. Et sur les 300 maisons, il y en a 110 qui avaient des archives pour l'instant, parce qu'on est très loin du compte, on continue les fouilles. Et donc, ces archives étaient organisées. Alors, généralement, elles étaient dans une pièce avec les marchandises et les biens les plus précieux. Et elles étaient rangées dans des jarres, dans des caisses, dans des sacs qui, malheureusement, tout ce qui est organique a disparu. Donc, il n'y a plus de bois, il n'y a plus de sacs. Mais il y avait les empilements de tablettes. Et ces contenants avaient des étiquettes en argile avec 3 lignes de texte qui disaient ce qu'il y avait comme archives dans les textes. Donc, elles étaient organisées. Donc, par exemple, dans cette jarre, ce sont toutes les lettres que M. Machin m'a envoyées. Ou alors, dans cette boîte, ce sont tous les contrats que j'ai passés de ce type-là. Donc ça, c'est magnifique, c'est assez merveilleux. Malheureusement, comme c'était des fouilles anciennes, plutôt 1948, toujours avec le même archéologue qui n'a pas fait très attention à ça, il a mis les étiquettes d'un côté, les tablettes de l'autre, ce qui est un drame pour les historiens.
Maintenant, on a quand même amélioré les fouilles, donc ça ne se reproduit plus. Mais je travaille sur une archive découverte en 1993 dans une maison. J'ai 1000 tablettes sur 3 générations. Et malheureusement, j'ai les étiquettes d'un côté. C'est à moi d'essayer de refaire le puzzle à l'envers. C'est un peu dommage. D'autant qu'il y a quand même une particularité, c'est que les lettres n'étaient pas datées. Les lettres ne sont jamais datées. La seule chose qui est datée, ce sont des contrats de prêt. Alors, ils avaient des contrats de prêt très compliqués. Et effectivement, pour savoir quand il faut rembourser le prêt, on date. Mais les lettres, il n'y a jamais de date. Donc, c'est le travail de l'historien d'essayer de refaire le puzzle à partir de tout un lot de lettres. Alors, pour les femmes, les micro-histoires de femmes que j'ai essayé de reconstituer dans ce livre, effectivement, ça repose sur une lettre. Alors, c'est toujours celle qui ouvre le chapitre, jusqu'à une quinzaine de lettres, plus des contrats éventuellement, qui documentent chaque femme. Donc, c'est basé quand même sur suffisamment de documentation. J'invente pas les histoires. Et du coup, on sent qu'il y a des histoires qui sont en fait tout à fait traçables, parce qu'on a plein d'informations, que tu connais la famille. Tu as pu élaborer des arbres généalogiques, de savoir qui était marié avec qui, pendant combien de temps, les allers-retours entre Achour et Kanesh, et puis d'autres où en fait on ne sait pas trop bien si le trajet il s'est fait avant ou après le mariage, si ces contrats ont été faits avant ou après. Alors il y a quelques indications quand même, on sent qu'il y a des dettes qui perdurent sur des années, et donc dans plusieurs lettres on entend parler de la même dette. C'est vrai, c'est un élément. Mais tu parlais du mariage et je pense que c'est un point important aussi de revenir là-dessus. Donc, on a des contrats de mariage. Alors, ceux qui sont mariés à Achour, on n'a pas leur contrat, mais on a les contrats de mariage de ceux qui se sont mariés à Kanesh. Et ce qui est fascinant dans ces contrats de mariage, c'est de voir que les droits de l'homme et de la femme sont égaux dans le mariage. Donc, en fait, le mariage était certainement un accord oral et on le mettait par écrit quand on avait des clauses atypiques, quand on prévoyait un possible divorce, quand on prévoyait un possible cas de stérilité ou tout ce genre de choses. Et c'est intéressant de voir, par exemple, que le divorce pouvait être prévu. Hein, on se marie, mais on ne sait jamais si ça ne doit pas durer éternellement. Et à ce moment-là, en cas de divorce, il y a celui qui décide le divorce, ça peut être l'homme, ça peut être la femme, paye la même amende. Donc c'est vraiment, on voit que l'homme et la femme ont des droits complètement égaux dans ces mariages. Alors ce qui est amusant, c'est, je crois que le tout premier chapitre, c'est un fiancé. Alors le mariage se fait en 2 temps, il y a une promesse de mariage qui est faite, et puis après le mariage est concrétisé quelques années plus tard. Alors évidemment, c'est généralement un accord entre 2 familles, ça peut être un accord entre la famille de la femme et le jeune homme, directement. C'est rarement la femme elle-même qui décide, mais on a quelques rares cas de femmes qui ont déjà été mariées, qui se remarient, qui décident par elles-mêmes qui elles vont épouser, comment elles vont épouser. Mais donc, ça se fait en 2 temps, donc il y a une promesse de mariage. Et la promesse de mariage peut se faire quelques années avant le mariage. Et il y a dans le premier chapitre s'ouvre sur une lettre d'un fiancé qui écrit à sa fiancée. Elle habite avec sa famille à Kanesh, et lui, il habite dans un autre comptoir de commerce, à 200 km de là. Et il lui écrit en disant, donc, ton père m'avait promis en mariage, etc., mais maintenant le temps passe, je suis en train de devenir vieux, et j'ai personne qui est là pour me tenir compagnie, pour me servir et remplir ma table. Donc, on voit qu'est-ce que l'homme cherche dans le mariage. Il a besoin de compagnie, et il a besoin d'une femme qui lui fasse à manger, grosso modo. Je vais peut-être la lire. Ainsi parle Pouzour Achour, dit à Nouchatoum. Ton père m'a écrit afin que je t'épouse. Alors, j'ai envoyé mes serviteurs et ma lettre te concernant à ton père afin qu'il te laisse partir. C'est urgent. Le jour où tu prends connaissance de ma lettre, là-bas, adresse-toi à mon père à ton père afin qu'il y consente. Prépare-toi à partir et viens ici avec mes serviteurs. Je suis seul. Il n'y a personne qui me serve ou qui dresse la table pour moi. Si tu devais ne pas venir avec mes serviteurs, alors j'épouserai dans Warshushana une fille d'ici. Veille à ce que mes serviteurs et toi ne tardiez pas, mettez-vous en route.
Donc voilà, je trouvais ça intéressant, effectivement, de montrer ce qu'un homme cherche dans le mariage. Alors, ça, c'est la femme idéale pour l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme idéal pour la femme? Eh bien, il y a une femme qui écrit à son mari et qui lui dit pourquoi est-ce que tu as prêté de l'argent à celui-là, à ce type-là? C'est pas un homme respectable. Un homme respectable, c'est un homme qui a fait des affaires qui marchent bien, qui s'est marié, qui a des enfants et qui possède une maison. Donc voilà l'homme idéal pour les femmes. C'est quand même assez fascinant par cette documentation, en fait, d'aller comprendre quelle est la manière de penser l'autre dans ces choses-là. Alors, puisqu'on en était à parler du mariage, donc je vous ai dit, ces femmes à Achour restent longtemps seules et souvent se plaignent beaucoup, en fait. On écrit beaucoup parce que ça va mal. En général, on n'écrit pas beaucoup parce que ça va bien. Alors, parfois, elles glissent « ta maison, tes enfants se portent bien ». Mais c'est tout, ça s'arrête là. Après, c'est « j'ai besoin d'argent, tu n'as pas payé mes étoffes, j'ai pas de quoi nourrir les enfants, la saison est là, il faut engranger les céréales, etc. » Enfin, c'est souvent ça. Ou alors encore, relation belle-mère, belle-fille, tu es partie, tu as laissé ta jeune femme chez moi, mais... tant que tu étais là, tout allait très bien, mais depuis que tu es partie, elle se dispute sans arrêt avec moi, elle fuit la nuit, elle retourne dans la maison de son père, c'est pas bien du tout, il faudrait qu'elle soit là avec moi et qu'elle m'aide à mener la maison. Donc on voit que c'est pas toujours des choses très très faciles, c'est très vivant. Hein. Ils écrivent un peu comme ils parlent. Et alors, les droits étaient équivalents dans le mariage, genre, avec une subtilité, c'est quand même les maris pouvaient prendre une seconde épouse. À Canèche, il faut peut-être préciser ça. Voilà, donc j'allais doucement y arriver. Donc le mariage est monogame en Mésopotamie, partout, dans le sud, dans le nord, partout. Il y a un cas où l'homme peut prendre une deuxième femme qui n'est pas nécessairement une épouse, c'est en cas de stérilité. Vous savez que la stérilité des couples jusqu'au 19e siècle de notre ère, c'est la faute des femmes. Donc, si la femme ne donne pas d'enfant, c'est parce qu'elle est stérile. Et à ce moment-là, le mari peut prendre une deuxième femme pour avoir des enfants. C'est fondamental d'avoir des enfants parce que les enfants assurent l'entretien des personnes âgées dans leurs vieux jours et assurent la vie dans l'au-delà par des prières, par des rituels, etc. Donc, un couple doit avoir des enfants. Donc, s'il n'y a pas d'enfants, et ça, c'est précisé dans certains contrats de mariage, au bout de tant d'années, l'homme pourra prendre une femme pour avoir des enfants. Alors, chez les Assyriens, ce n'est pas une deuxième épouse, c'est acheter une esclave pour qu'elle donne des enfants. Parfois, c'est même la femme qui peut choisir l'esclave. Et après que l'esclave a donné des enfants, la femme peut décider si elle la revend ou pas. Donc, c'est vraiment une solution pratique. Maintenant, je vous ai dit, le mariage est monogame partout en Mésopotamie, sauf chez ces marchands assyriens. Parce que ils sont donc partis pour de longs mois, voire parfois des années, et tout seuls en Anatolie. Et donc, ils ne peuvent pas vivre tout seuls. Ils ont le droit de prendre une deuxième épouse sur place. Donc, ils ont une épouse à Achour et une épouse en Anatolie. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une épouse dans chaque port en Anatolie, hein, parce que comme il y a 40 comptoirs de commerce, vous imaginez le tableau. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est juste qu'il faut une épouse à Achour et une épouse en Anatolie. C'est des gens qui sont suffisamment riches et aisés pour entretenir 2 foyers. Donc un foyer à Achour, un foyer en Anatolie. La femme à Achour connaît l'existence de la deuxième femme en Anatolie, mais elles ne vont jamais se rencontrer parce que s'il est bigame en théorie, en pratique, il est monogame, parce qu'il ne sera jamais qu'avec une seule femme en même temps. Donc c'est un cas, mais complètement atypique, ça existe nulle part ailleurs. C'est vraiment quelque chose de très, très particulier. Et puis, c'est prévu. C'est pour ça qu'on a des contrats de mariage qui parlent de divorce, parce que le jour où ils prennent leur retraite et ils rentrent à Achour, ils divorcent de leur femme anatolienne. Et donc, tout le monde y trouve son compte. Hein. Donc, ils divorcent, ils laissent la maison, ils laissent un pécule à la femme anatolienne qui se remarie avec l'homme de son choix. C'est précisé dans les contrats de mariage. Donc finalement, on a pas mal de divorces et de remariages. Et on a des familles recomposées qui sont assez intéressantes parce que finalement,
on trouve des situations un peu similaires aujourd'hui avec des familles recomposées, avec des enfants d'un premier mariage, d'un deuxième mariage, etc. Alors, sur le sort des enfants de ces mariages avec les anatoliennes, c'est le couple qui décide. Le père peut repartir avec certains, la mère en garder. Parfois, ils ont atteint un âge suffisant pour être actifs à leur tour, etc. Mais ça a l'air de fonctionner très, très bien. Alors ça pose quand même un certain nombre de problèmes sur lesquels on va revenir au moment de la succession, ce qui est aussi quelque chose qui nous parle assez facilement, de voir à quel point les successions peuvent être extrêmement complexes au sein des familles et conflictuelles. Mais avant ça, je voudrais quand même qu'on parle un peu du quotidien de ces femmes, de leurs activités, parce que si le contrat de mariage leur donne un statut à peu près égal quant au mariage lui-même, n'empêche que les modes de vie des hommes et des femmes sont extrêmement différents. Alors, ils sont effectivement très différents, dans la mesure où les hommes sont très, très, très mobiles. Les femmes le deviennent, au bout de quelques générations aussi, mais le sont beaucoup moins. Et puis, donc, ces hommes circulent. Ces hommes investissent des grosses sommes d'argent. Alors, je vous ai dit que les femmes aussi investissaient, mais c'est toujours à un degré inférieur. C'est-à-dire, elles font des prêts, mais les quantités d'argent, d'or qu'elles prêtent sont beaucoup plus petites. Elles investissent dans des sociétés en commandite, etc., mais c'est toujours avec des sommes inférieures, des choses plus ponctuelles et plus petites. Elles ont une vie extrêmement active, puisqu'elles passent leur journée à tisser. Plus elles arrivent à exporter, à vendre par le biais de leur mari ou de leur frère des étoffes en Anatolie, plus elles s'enrichissent. Alors, j'avais fait des travaux, on a, avec 2 groupes de collègues différents, j'ai travaillé beaucoup avec le Centre de recherche sur les textiles de Copenhague, puisque je fais aussi de l'archéologie. On a fait de l'archéologie expérimentale, parce que sur le site de Canèche, on a retrouvé des poids de métiers à tisser verticaux, on a retrouvé des fusailloles pour filer la laine. On n'a pas retrouvé de bois, donc on n'a pas retrouvé les métiers à tisser, etc. Mais à partir de ce matériel archéologique, à partir des empreintes de textiles sur l'argile, parce qu'on scellait aussi des ballots et des sacs en tissu et des choses, et même sur les tablettes parfois qui étaient occasionnellement entourées de tissu, on a retrouvé des empreintes. Donc on a pu voir le type de tissage qu'elles savaient pratiquer, voir la densité, l'épaisseur des fils, quand on commence à regarder ça au microscope. Donc on a fait beaucoup d'archéologie expérimentale et on a reconstruit toute la chaîne opératoire, depuis l'achat de la laine au bazar de Kayseri des moutons locaux, et jusqu'à nettoyer dans la rivière, comme le faisaient les grands-parents des fouilleurs locaux, filer avec ses fusailloles, et puis on a reconstitué métiers à tisser verticaux. Et puis en plus de ça, nous avons fait des voyages ethnographiques en Anatolie centrale, mais aussi en Jordanie, où dans certains villages, les femmes tissent encore sur des métiers très simples, verticaux, avec juste un cadre en bois. Tissent essentiellement des kilim en Turquie, donc c'est ces tapis extrêmement jolis. Et en discutant avec ces femmes, je me suis rendu compte qu'il y avait une organisation très similaire entre ces Assyriennes il y a 4000 ans et ces femmes de Cappadoce, qui ont le même mode de vie, qui tissent du matin au soir, qui sont en lien avec les marchands qui sont sur le bazar de Kayseri, qui les fournissent en laine, qui leur fournissent les décors à mettre sur les tapis, et qui traitent avec elles directement et qui font les traitements finaux des tapis. Et c'est exactement le même type de relation que ces femmes ont avec les femmes d'Ashtour, avec les marchands et leurs frères et leurs maris, parce que de la même façon, c'est eux qui donnent des détails techniques à leurs épouses, parce qu'ils sont sur le marché en Anatolie, ils savent très bien quels textiles sont recherchés par l'élite locale, parce que c'est l'élite locale anatolienne qui achète ces textiles de luxe. Donc ils envoient des courriers à leurs épouses en disant il faut absolument que tu fasses ça, la technique c'est ça, les étoffes que tu m'as envoyées n'étaient pas du tout bonnes, je ne peux pas les vendre à un bon prix, tu as essayé de copier les techniques de la ville là-bas et la mode de la ville là-bas, mais ce n'était pas réussi. Et les femmes, en échange, leur écrivent à leur mari, mais qui est-ce qui vit dans ta maison, qui critique les étoffes que je t'envoie, je fais du bon travail, pourquoi tu critiques ça? Enfin, c'est assez hallucinant. Et en fait, elles envoient effectivement des textiles bruts qu'elles terminent, et les finitions
sont effectivement faits par les marchands. Donc c'est extrêmement similaire comme organisation. Et alors, j'avais réussi à calculer à peu près combien ces surplus de production textile domestique pouvaient se monter pour une maisonnée à Achour relativement aisée, où toutes les femmes travaillent. Et je m'étais rendu compte que l'argent qu'elles faisaient, le bénéfice brut sur une année, leur permettait de s'acheter une petite maison à Achour. Donc c'est quand même des très bons revenus. D'autant que l'achat d'une maison à Achour, on sent que c'est important, que c'est une manière de distinction sociale. Peut-être tu peux nous parler un peu de l'organisation des maisons ? Oui, alors c'est le chapitre consacré à Madame Lamassie, qui est l'épouse de Pouchouken. Elle finit une de ses lettres comme ça en disant ça fait 2 fois que notre voisin a agrandi sa maison, quand est-ce que nous, on pourra en faire autant ? Donc on voit tout de suite qu'avoir une grande maison et plein d'esclaves dedans, c'est montrer son statut social et c'est très, très important. Alors les maisons sont différentes dans la ville d'Assour et en Anatolie. Assour, on ne connaît pas très bien, mais on connaît d'autres sites qui ont été fouillés, puisque je vous ai dit, on n'a jamais atteint les niveaux pour Assour. En Mésopotamie, en général, les maisons, il y a une cour centrale qui peut être couverte ou pas, et puis des pièces distribuées tout autour. En Anatolie, c'est un peu différent. On a une structure tripartite. On a une grande pièce et puis 2 petites pièces attenantes. Et puis souvent, la maison accrue autour de ça. Donc, on a pas mal de pièces tout autour. Alors, la pièce centrale de la maison, c'est la cuisine, qui est assez grande, où il y a le foyer, où on a beaucoup de réserves. Et puis, il y a des pièces, comme c'est des marchands, de stockage de marchandises. Là, on met les choses les plus précieuses, qui sont en général les plus éloignées de l'entrée de la maison. Et c'est là qu'on a retrouvé aussi les archives. Parce qu'il faut savoir qu'un contrat de prêt, ça vaut de l'argent. Tant que le prêt n'a pas été remboursé, c'est la preuve que vous avez prêté une somme d'argent. Donc, c'est important de les mettre vraiment de côté. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus. Sur les maisons, oui. Il y avait les habitations au premier étage. Voilà, alors les gens habitaient, donc en Mésopotamie surtout, il fait chaud, très chaud, et donc il y a un étage, et c'est sur les toits, et parfois couverts, parfois pas, et les gens dorment, en fait tout l'espace domestique où vit la famille, c'est à l'étage. En Anatolie, c'est un peu différent. Il y a aussi un étage, mais certainement couvert parce qu'il fait très très froid la nuit. Moi, chaque été en fouille, la température à Kultepe, ça descend à 12 degrés. Il fait vraiment froid la nuit. Et il y a une autre particularité, c'est le rapport aux morts dans la maison. Voilà. Alors ça, c'est très mésopotamien, et on trouve ça aussi dans les maisons occupées par les Assyriens en Anatolie. Alors en Mésopotamie, on enterre les morts sous le sol de la maison. Donc, on reste en relation directe avec les morts, les ancêtres décédés. Pourquoi ? Parce que ça permet de partager des rites funéraires après la mort. Ça permet de garder les morts à proximité. On continue de prononcer les noms des morts, on continue à leur faire des offrandes et on continue à effectivement partager des repas avec eux. Donc, il faut qu'ils soient juste là, en dessous. C'est donc le cas à Achour, même si on n'a pas retrouvé les maisons de cette période-là, et c'est le cas dans les maisons habitées par les Assyriens à Kanesh. Et donc, quand on a commencé à creuser un peu plus en profondeur, on retrouve ces tombes sous le sol de certaines pièces de la maison. Ça peut être la cuisine, ça peut être d'autres pièces. Et qu'est-ce qui se passe à Achour ? Normalement, dans une famille en Mésopotamie, ce sont les garçons qui sont en charge du rite des morts pour les ancêtres. Mais puisque à Achour, ce sont que des femmes qui se retrouvent dans ces maisons, il faut imaginer des maisons désertées par les hommes. Et donc, ces femmes sont très superstitieuses. Et à chaque fois qu'il se passe un malheur, qu'il y a quelqu'un de malade, que quelque chose va de travers, ce sont les esprits des morts qui se révoltent parce qu'il n'y a pas eu les rites réguliers faits pour eux. Personne n'était là pour prononcer leur nom, pour faire les rites, etc. Donc, elles croient très, très fort aux fantômes. Et elles n'arrêtent pas d'invoquer les esprits des morts en rappelant les hommes à leur devoir. En fait, ces femmes ont un sens de la religion beaucoup plus poussé et avancé que les hommes, puisqu'elles passent leur temps à expliquer aux hommes qu'il ne faut pas négliger les dieux, qu'il faut faire les offrandes aux dieux. D'ailleurs, les temples sont aussi investis dans le commerce, tout le monde à Achour. Et
Donc, elles font des leçons de morale assez régulièrement aux hommes. Il y a 2 sœurs qui écrivent, Taram Koubi et Shimatashur, écrivent à leur frère Imdiloum. C'est ce que tu voulais lire. Allons-y. Dis à Imdiloum, ainsi parlent Taram Koubi et Shimatashur. Ici à Assur, nous avons consulté les interprétatrices des rêves, les devineresses et les esprits des morts, et leur message est « Le dieu Ashur ne cesse de te mettre en garde, car tu aimes tellement l'argent que tu méprises la vie. Ne peux-tu faire plaisir au dieu Ashur ici dans la ville d'Assur ? C'est urgent. Lorsque tu auras pris connaissance de cette lettre, viens, rencontre le dieu Ashur face à face et sauve ta vie. » Voilà, donc l'appât du gain aux dépens de la religion et de pratiquer. Alors c'est amusant parce que ces femmes donc fréquentent les devineresses, les oniromanciennes, celles qui sont capables d'interpréter les rêves, parce que les dieux s'adressent aux humains par le biais de rêves, des rêves qui ont un sens. Et donc il y a des femmes. Alors ça c'est très intéressant parce que si on regarde toute la littérature mésopotamienne, que ce soit au 2e ou au 1er millénaire, les devins sont plus souvent des hommes. Et les devins sont des lettrés avec des bibliothèques de devins. Et les devins travaillent pour le pouvoir royal. Au 1er millénaire, par exemple, à la bibliothèque des Surbanipal et autour des rois assyriens, il y a tous les astrologues et les devins. Mais ici, on est dans un monde de femmes. Les femmes consultent des femmes et ces femmes ont un savoir oral. Et ça, c'est très intéressant. Pour compléter, du coup, autour de cette relation aux morts, on peut peut-être parler des questions de succession rapidement. Succession dans lesquelles les femmes disparaissent un peu, en tout cas contrat de succession. Alors elles ne disparaissent pas vraiment. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où une jeune fille va se marier, elle quitte sa famille pour rejoindre celle de son mari. C'est ce que Anne expliquait tout à l'heure avec, effectivement, les femmes sont beaucoup plus mobiles. Donc elles quittent leur famille et en quittant leur famille, elles reçoivent leur dot. La dot, c'est des sommes d'argent. Ça dépend bien sûr de la richesse de la famille. Tout à l'heure, on a vu Zizi, elle avait 5 000 d'argent. Ça fait 2,5 kg d'argent. Alors, il y avait une partie pour payer le banquet, mais une partie, c'était sa dot. Donc, elles reçoivent leur dot et elles restent propriétaires de leur dot jusqu'à leur mort. Et là, ensuite, ça passe à leurs enfants. Donc, à partir du moment où elles ont reçu leur dot, on considère que c'est leur part d'héritage. Donc, effectivement, elles ont quitté la famille avec leur dot et elles ne figurent pas dans les testaments, puisqu'elles ont en fait reçu en avance leur part d'héritage. Donc effectivement, à partir du moment où on a ce phénomène-là, tous les collègues qui ont restitué les arbres généalogiques en regardant les testaments, il n'y a plus de femmes, ou pas beaucoup. Parce que finalement, il y a quelques femmes qui restent, qui ne se marient pas. À peu près une par famille est consacrée au dieu Ashur et devient prêtresse ou religieuse et donc ne va pas se marier. Et à partir du moment où elle est célibataire et qu'elle ne s'est pas mariée, elle est couchée dans le testament. Donc on voit très bien la différence. Alors ces testaments sont très intéressants. On a trouvé pas mal de testaments parce qu'il n'y avait pas de règles générales. Dans le sud de la Mésopotamie, à la même époque, il y a des règles, il y a des lois, et donc les gens ne font pas de testament. En général, on lègue 10% de plus à l'aîné parce qu'il va s'occuper des vieux parents, ou une part double. Voilà. Mais chez les Assyriens, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de règles, et donc il vaut mieux écrire son testament. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que quand un marchand est mort sans avoir fait son testament, c'est une catastrophe. Tout de suite, il y a des conflits dans la famille, c'est une catastrophe. Et alors, quand on regarde ces testaments, la première personne qui est couchée sur le testament, c'est l'épouse. Et en général, l'épouse, qu'est-ce qu'elle reçoit ? La maison. Donc, c'est quand même faire des testaments pour protéger les femmes de la famille. La deuxième personne qui reçoit des sous ou de quelque chose, c'est la fille célibataire qui n'est pas mariée, qui est religieuse. Donc ça, c'est super important. Puis après, viennent les fils. Et alors, si les femmes n'héritent que de l'actif, de tout ce qui est positif, les fils héritent d'abord des dettes. Ils doivent commencer par rembourser les dettes. Et une fois que les dettes auront été remboursées, après, ils reçoivent une part d'héritage. Donc, vous voyez bien que ces testaments, c'est favoriser avant tout les femmes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a retrouvé aussi, ils sont beaucoup plus rares, mais ça, c'est peut-être le hasard des fouilles, 2 testaments de femmes. Parce que, puisque les femmes possèdent des biens, elles peuvent les léguer à leur guise, à leurs enfants. Je vous laisse imaginer les situations où l'épouse ou la fille aînée est la seule qui reste à Ashur après le décès du père. Les frères sont en train de commercer à des centaines de kilomètres de là.
quand ça se passe pas très bien, que les créanciers viennent voir l'ancienne épouse ou la fille pour lui demander l'argent que doivent ses frères, qu'elle n'arrive pas à joindre dans les comptoirs au loin, ça peut devenir très compliqué. Et là, effectivement, les femmes ne disparaissent pas des successions, c'est-à-dire que c'est à elles à gérer toute l'histoire familiale et à demander aux uns et aux autres de revenir pour donner l'argent, pour payer, ou à demander des créances ou des surcréances. Enfin, il y a des systèmes quand même qui sont d'une complexité pour prêter et rendre l'argent. Alors, argent, pas monnaie, hein. Non, c'est pas de l'argent monnaie. On frappe pas monnaie à l'époque. L'argent est pesé. Donc ça équivaut aux premières pièces qui étaient à l'époque, qui pesaient le poids de l'argent. En fait, c'est souvent des anneaux qui sont coupés et qui sont pesés. Et ils ont un système de balance assez précis, hein. Ils ont des poids tout petits. Donc ils peuvent vraiment peser l'argent assez finement. Et l'argent, c'est l'argent et l'or, c'est les principaux métaux qui rapportent d'Anatolie à Achour et qu'ils investissent à nouveau dans des caravanes ou qui thésaurisent, etc. Alors, les situations dont il faisait part, je pense à Shimat Ishta, effectivement. Donc là, c'est l'histoire d'une famille recomposée. Le papa a eu 2 femmes successives, la première étant morte jeune. Donc, il y a une première fille d'un premier mariage. Puis, le papa s'est remarié. Et puis, ensuite, il y a des filles. Alors, on est une génération encore après. Et la femme a eu 2 fils et une fille, avec un mari assyrien. Que le mari est mort, elle s'est remariée avec un Anatolien, mais les 2 fils n'ont pas été très très bien élevés, puisqu'il y en a un en prison, ça arrive. Et le mari second anatolien, dont ce n'est pas le père, a dû payer des cautions. Puis finalement, la mère meurt et les 2 fils sont atteints à leur tour et meurent. Il ne reste plus que la fille aînée, qui est consacrée au dieu, à Achour. Et alors, on lui explique, avec donc, tous ces décès successifs, quelle va être sa part. Alors, sa part, elle est ce que sa mère a laissé, sachant que le mari anatolien a dû payer pour ses frères des cautions de prison, des prêts non remboursés, des trucs comme ça. Donc ça va être déduit aussi de l'argent qu'elle va... Finalement, à la fin, elle a une somme qui est très réduite, parce qu'il faut rembourser le second mari de sa mère, qui n'est pas le père... C'est assez compliqué. Mais c'est vrai qu'on a des situations familiales. Alors, en fait, si on regarde les 24 chapitres, ces 24 femmes appartiennent à 6 grandes familles. J'ai pu reconstituer 6 grands arbres généalogiques. Et donc, on retrouve d'un chapitre à l'autre des sœurs, des belles-sœurs, etc. Et c'est assez intéressant parce que quand on creuse un peu, on voit qu'il y avait des réseaux de femmes. Elles se serrent les coudes quand même beaucoup. Elles s'envoient des petites sommes d'argent. Elles sont aussi très présentes. Je n'ai pas noté de lettres, mais il y a quand même beaucoup de lettres avec des espèces de fonctionnement à tiroir. Tu dois tant de ma part sur telle marchandise à un tel arrive avec tant de marchandises pour moi, donc donne à une tierce personne qui va lui rendre derrière. Ça peut être quand même extrêmement complexe. Et alors, c'est vrai qu'eux étaient au courant de leur comptabilité qui devait être quand même extrêmement précise, mais juste à lire la lettre comme ça, des fois on se retrouve dans des trucs, on est mais qui parle de qui, ça devient infernal, quoi. Alors ça, c'est le problème des lettres. Et c'est le problème de la syriologue. Parce qu'ils savent pertinemment de quoi ils parlent. Donc leurs courriers sont parfois hyper laconiques. Et nous, on est très frustrés parce qu'on ne sait pas du tout de quoi ils parlent. Et donc il faut qu'on essaye de deviner, en fait, quel est le sujet derrière. Alors on a une chance quand même, c'est qu'ils adorent le discours direct, puisqu'il nous manque les lettres arrivées à Achour. On peut en reconstituer une petite partie, parce qu'ils adorent citer leurs lettres. Donc, tu m'as écrit ceci, 2 points. Alors, la ponctuation n'existe pas, mais nous, on la restitue. Tu m'as écrit ceci. Et puis, ils font une citation. Et donc, à ça, moi, je vais répondre ça. Et donc, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, on serait effectivement totalement perdu. Alors, sur ces histoires de prêts, d'emprunts, etc., j'étais assez fascinée de découvrir que dans certaines familles, les comptes des couples hommes-femmes sont séparés. Il y a un homme qui est traîné en justice parce qu'il a utilisé l'argent de sa femme pour rembourser une de ses propres dettes. Et il y a un autre texte où il y a un frère qui demande à sa sœur de rembourser un emprunt qu'il a fait à Achour. Et il lui dit, mais
tu vas gagner de l'argent là-dessus parce que tu vas me faire un prêt à intérêt. Donc moi, je te rembourserai avec un intérêt en plus. Donc on voit que même à l'intérieur d'une famille, voire même à l'intérieur des couples, ils peuvent se prêter de l'argent. Il y a un homme qui écrit à son fils, l'argent que je t'envoie, il y en a tant qui appartiennent à ta mère et tant qui m'appartiennent. Donc il savait faire des comptes séparés. Ce qui est assez fascinant dans une société aujourd'hui où on sait que les femmes ont eu le droit d'ouvrir un compte en banque en 1967 en France. Je vais aborder un point peut-être moins glorieux ou sympathique. Dis à Anali, ainsi parle Chat Ili. Ili Aloum m'a jeté hors de la maison et je vis maintenant dehors. Si tu ne t'occupes pas de moi, qui donc le ferait ? Tu es mon frère. Ili Aloum ne cesse de me maltraiter. Il a pris un serviteur en gage pour dette et refuse de me rendre mon serviteur. Si tu avais été là, aurait-il agi ainsi ? Tu es mon frère, que tes instructions me parviennent. Auparavant, sur la centaine de mines de cuivre que tu m'as laissées, j'ai pris 70 mines. J'ai acheté une esclave. Ali Aloum l'a prise comme concubine, et maintenant cette esclave est morte. Eh ben oui, c'est des choses qui pouvaient arriver. Alors, normalement, surtout quand les femmes partaient en Anatolie et suivaient donc des Assyriennes s'installer en Anatolie et se marier avec un Assyrien qui voyageait encore, il y avait une clause souvent qui était qu'elle devait l'accompagner dans ses voyages parce que l'idée c'était de ne pas l'abandonner en pays étranger sans ressources réellement. Et donc le mari s'engageait quand même dans le mariage implicitement à laisser à sa femme de quoi vivre. Donc avoir de l'huile, de l'orge et du bois pour se chauffer. Et donc là, effectivement, on assiste. Alors, elle écrit quand on dit « tu es mon frère », on ne sait pas trop si la relation est réelle. Hein. C'est une rhétorique de langage. Donc, on ne sait pas trop. Donc, on ne sait pas quel est le statut de l'homme auquel elle écrit. Mais très visiblement, il y a eu un abus de la part d'un membre de la famille. Alors oui, dans les familles riches, il y avait des esclaves et il n'était pas rare que l'éducation sexuelle des garçons se fasse avec les esclaves. Ce qui fait qu'en cas lors de la succession, généralement, chacun repartait avec sa concubine, enfin, celui avec lequel il avait peut-être fait des enfants. Peut-être tu peux nous expliquer quel était le système d'esclavage dans cette société, avant que je vous donne la parole pour vous laisser poser des questions, si vous en avez, quand vous en avez. En Mésopotamie, oui, il y a des esclaves, mais c'est assez compliqué de définir exactement quel est leur statut, parce que chez les marchands, il y a deux types d'esclaves. Il y a les esclaves de naissance, nés à la maison, hein, donc, ou qu'on achète sur le marché. Et puis, il y a beaucoup plus nombreux, c'est les esclaves pour dette. Parce que le surendettement mène à l'esclavage. Donc quand on n'arrive plus à rembourser ses dettes, on se met en position d'esclave chez le créancier pour le rembourser par son travail. Et donc ça peut durer un certain temps. Alors avant parfois de se mettre soi-même en esclavage pour dette, on va mettre sa femme, ses enfants, ses serviteurs. Et puis quand on n'a vraiment pas de solution, on se met soi-même. Et donc il y a un nombre plus important d'esclaves pour dette que d'esclaves de naissance. Et là, ça devient très compliqué à définir parce que le vocabulaire est le même. Les textes ne distinguent pas. Donc, en fait, c'est uniquement par des contrats d'achat où on voit qu'en fait, ce n'est pas un vrai esclavage, mais un esclavage pour dette auquel on a affaire. Donc, c'est assez complexe à définir. Et puis, il y a des esclaves qui s'en sortent plutôt bien, parce qu'il y a des esclaves qui sont devenus les bras droits de leur maître, qui travaillent dans le commerce, qui vont accompagner les caravanes, qui ont un petit pécule. Donc, c'est des esclaves qui ont une sorte de rémunération et donc qui prennent du pouvoir aussi, qui s'en sortent pas plus mal. Et dans les lettres, les tablettes que tu analyses, on sent qu'il y a quand même des situations sociales assez diverses qui vont d'une grande opulence à des situations de famine, de grande pauvreté aussi.
Absolument. Donc, on voit de tout. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on s'écrit quand ça va mal. Donc, on connaît les moments de pénurie à Achour, effectivement, où les femmes disent qu'il n'y a plus rien sur le marché. Et souvent, il y a un problème de soudure entre deux récoltes et on n'arrive plus. Il y a eu des épidémies. Voilà. Il y a tous les fléaux qui peuvent arriver dans ce genre de société. Et effectivement, on a à côté de ça des familles qui mènent plutôt grand train avec des grandes maisons et pas mal d'esclaves. Donc, il y a des niveaux très disparates. Et en Anatolie aussi, alors on voit une évolution au cours des générations. Donc, sur 60 ans, on a 3 générations actives à peu près. Au début, les Anatoliens sont les clients des Assyriens. Et il y a beaucoup de surendettement chez les Anatoliens. Et on a des textes qui font référence à des mesures prises par les souverains locaux de nettoyage des dettes. C'est-à-dire que les souverains décident d'annuler toutes les dettes de subsistance, pas les dettes commerciales, pas celles où on fait du commerce et on s'endette, mais toutes les dettes classiques sont annulées parce qu'il y a trop d'Anatoliens qui sont devenus esclaves pour dette. Donc on voit effectivement des mesures prises par le pouvoir local à un moment pour essayer de rétablir la situation. Et puis, au fur et à mesure des générations, il y a des Anatoliens qui s'enrichissent pas mal, qui épousent des femmes assyriennes qui sont venues à Kanesh et qui, du coup, intègrent par le biais du mariage des familles assyriennes. Et là, on voit une population qui devient complètement mixte au bout de 2-3 générations, où la maman a un nom anatalien ou assyrien, le papa à l'inverse, et les enfants portent des noms des 2 ethnies. Donc, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà qui vous viennent en tête. Il y a quelque chose de très étonnant à la lecture de ton livre, c'est de voir à quel point on peut s'attacher aux uns et aux autres. Alors, déjà pour moi, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça, mais par leur nom, il y a des noms formidables qui ont une consonance, je ne sais pas, qui m'a franchement touché. Et puis ces histoires qui sont racontées, où on retrouve les uns et les autres par les différentes biographies. C'est assez étonnant pour cette période d'avoir des archives qui nous montrent vraiment de la vie quotidienne. Alors en fait, on est vraiment dans une situation tout à fait atypique et exceptionnelle. C'est pour ça que cette documentation est extraordinaire. C'est que les familles sont séparées. Dans le sud de la Babylonie, vous avez des couples qui vivent ensemble et ils ne vont pas s'écrire. Donc toute cette correspondance-là, on ne l'a pas ailleurs. Et ça vraiment, ça rend ces lettres absolument uniques. En plus, elles sont extrêmement vivantes. Moi, ça me fait énormément d'effet à chaque fois. Je déchiffre ces lettres. Parfois, je me dis, personne ne les a lues depuis 4000 ans. Et moi, je me permets d'aller fouiller dans les petits papiers privés des gens. Et c'est vrai que parfois, je vis avec, je m'identifie et j'essaye de me mettre dans leur peau et de comprendre. Et puis, ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand on va sur le site, on fait face aux maisons et je peux vous raconter les histoires de tous les gens qui habitaient dans chacune des maisons. Et donc, depuis 2013, avec le directeur de la fouille, on organise un colloque international tous les 2 ans sur le site qui réunit toutes les spécialités, que ce soit les archéomètres, les anthropologues, les philologues, les archéologues, les architectes, enfin tous ceux qui travaillent sur le site et dans les environs. Et on visite, et donc ceux qui travaillent sur les tablettes, on n'est qu'une poignée, commencent à raconter aux autres, dans cette maison-là vivait monsieur Chalimachour, alors il avait 2 fils, 2 filles. Quand il est mort, les fils sont battus à mort pour l'héritage, il y a 100 textes de procès, etc. Puis à un moment, je dis à mon collègue, mais tu savais qu'il y avait une tombe là, sous cette pièce-là ? Et il me regarde, non, elle n'est pas publiée, je ne savais pas. Je dis, je crois que je sais qui c'est qui est enterré là. Parce que le papa, il est mort dans une autre ville. L'autre fils, il a été tué en route avec sa caravane de marchandes, etc. Mais lui, là, le deuxième fils qui reste, il doit être là, c'est lui. Donc c'est assez fascinant, en fait, de dire que non seulement on a les textes pour reconstituer leur histoire, mais même leur cadre de vie, on peut tout reconstituer. Alors oui, merci pour cet exposé passionnant. Une question toute simple. D'après ce que vous dites, on voit que c'est une société où les femmes savaient lire et écrire. Alors, est-ce que ça touchait toutes les couches de la société, hommes et femmes ? Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui savaient lire et écrire ? Et comment on l'apprenait ? Est-ce qu'il y avait des écoles ? Merci beaucoup pour cette question. Alors effectivement, j'en ai pas vraiment parlé.
je pense que dans cette société assyrienne, le savoir de l'écriture, de la lecture et du calcul, parce que j'ai des femmes qui tiennent des comptes, était relativement répandu. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui le savaient. Alors, pour plusieurs raisons. Le geste technique d'imprimer un signe en forme de clou dans l'argile, c'est simplissime. C'est beaucoup plus facile que de tracer des ABC quand on est à l'école maternelle. Je fais ça avec les plus petits, je fais ça à tous les âges. Ça fait 30 ans que moi j'écris dans l'argile, il n'y a aucun problème. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de retenir les signes. Et il y en a beaucoup. Alors, il y en a beaucoup moins que dans le sud de la Mésopotamie. Dans le sud de la Mésopotamie, ils utilisent un mélange de logogrammes, un signe pour un mot, avec les syllabes, ce qui fait qu'ils ont à peu près 250 signes à retenir. C'est quand même beaucoup. Chez les Assyriens, on a peut-être 80 signes syllabiques et 40 logogrammes. Ils ont gardé quelques logogrammes pour aller plus vite. Les mots qui reviennent très souvent, finalement, on garde le logogramme initial. Donc, ça fait beaucoup moins de signes à apprendre. Moins il y a de signes à apprendre, plus c'est accessible à un plus grand nombre. Plus de gens écrivent, plus le syllabaire va se réduire. C'est un espèce de cercle vertueux. Alors, ce qui m'amuse, c'est que j'ai découvert qu'on distingue, à force de lire ces tablettes à la queue leu-leu, j'ai distingué 3 niveaux d'écriture. Il y a le niveau de ceux qui ont vraiment appris avec un maître. Alors, on a une seule allusion dans un seul texte d'un garçon qui écrit à son père « Envoie-moi un cadeau pour le maître qui est en train de m'apprendre à écrire ». Donc on voit que ça existe, il y a des maîtres scribes qui apprennent à certains élèves, enfants de bonne famille, à écrire et à lire. Et c'est ceux qui ont suivi cette formation. Alors on a des textes d'exercices scolaires, On en a retrouvé quelques-uns dispatchés dans les différentes maisons, plus ou moins réussis. On voit différents niveaux de stade d'apprentissage. Donc, ceux qui ont eu cette formation avec un maître spécifique, scribe, font des tablettes mais magnifiques, des petits bijoux très régulières, une écriture extrêmement régulière, des signes parfaits, des signes rares qu'on ne trouve pas très souvent. Donc là, clairement, ils ont un niveau assez avancé d'éducation. Deuxième niveau d'écriture, beaucoup moins propre déjà, mais quand même tout à fait correct. Et là, c'est intéressant parce qu'on étudie les mains de scribes. De la même façon que nous, on a une écriture très spécifique, on peut détecter des mains différentes de scribes dans l'argile. Selon la forme de la tablette, selon la ligne, les lignes sont séparées par des traits, selon la position des petits clous les uns par rapport aux autres, le nombre, etc. Et là, on a étudié, puisqu'on reconstitue ces familles, puisqu'on travaille sur des archives de familles, eh bien, on s'est rendu compte que dans certaines maisons, les enfants écrivent avec les mêmes caractéristiques. Ils ont perpétué l'écriture des parents. Donc, en fait, c'est l'apprentissage à la maison, des parents aux enfants. Dans d'autres maisons, il y a une rupture. Donc, il y a quelqu'un d'extérieur, ça peut être un oncle, ça peut être n'importe quoi, mais ce n'est pas les parents aux enfants. Donc ça, c'est le deuxième niveau d'écriture. C'est moins sophistiqué. Le nombre de signes utilisés est plus restreint. Et puis, il y a un troisième niveau d'écriture, c'est ceux qu'on a appris sur le tas. Alors ça, c'est le cauchemar de l'assyriologue. C'est des tablettes immondes. C'est pas très joli. Rien que de faire les coussinets d'argile, c'est pas très régulier. C'est bourré de fautes de signes. C'est-à-dire que les signes sont mal faits, il faut deviner quel signe ça peut être, etc. Et c'est plombé de fautes de grammaire. Donc, les genres ne sont pas respectés, singulier, pluriel. Enfin, c'est une catastrophe intégrale. Et là, on voit que très bien, c'est des gens qui ont appris tout seuls, sur le tas. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les Assyriens sont arrivés pour faire du commerce en Anatolie, donc localement, il n'y avait pas d'écriture. Mais ils ont quand même fait affaire avec les locaux. Et puis, ils se sont mariés avec des Anatoliens, etc. Et donc, les Anatoliens ont emprunté l'écriture et la langue des Assyriens. Ils n'ont pas essayé à cette époque-là d'adapter l'écriture à leur langue. Donc, on a aussi des archives de locaux. Et là, c'est très drôle parce que ces locaux, ils parlent une langue indo-européenne, pré-hittite, on va dire, et ils ne connaissent pas à cette époque-là le genre masculin-féminin. Donc, toutes leurs tablettes sont bourrées de fautes de genre. Donc ça, c'est assez intéressant. Et l'écriture arrive 150 ans plus tard, vers le XVIIe siècle, avec les Hittites, qui cette fois-ci adaptent l'écriture cunéiforme à leur propre langue. Et c'est la première langue indo-européenne écrite dans l'histoire de l'humanité. Oui ? Ça veut dire qu'ils ont une langue administrative pour écrire les tablettes et une langue orale peut-être dans
Que voulez-vous dire? Parce que c'est toujours de l'assyrien. Hein. Oui, mais je veux dire ceux d'Anatolie. Ah, ceux d'Anatolie. Mais en fait, on a très peu. Donc, j'ai compté que pour le 19e siècle, on avait à peu près 5% de textes qui appartiennent à des Anatoliens sur l'ensemble. Et ce sont essentiellement des contrats. Ils n'écrivent pas de lettres. Donc, ce sont essentiellement des contrats, soit des contrats familiaux, soit des contrats de commerce, des prêts. Et on a quelques textes diplomatiques entre souverains anatoliens qui doivent avoir à leur service des scribes assyriens. Et donc, on a quelques échanges de courriers entre rois anatoliens, puisque à l'époque, l'Anatolie, c'est que des petites cités-États. Non, c'est vraiment c'est vraiment des cités donc c'est la ville et puis toute la campagne alentour, c'est un État. Donc on a des multitudes d'États gouvernés par des rois, oui, mais aussi des reines en Anatolie. En Anatolie, on a soit un roi, soit un couple princier, soit une reine sur le trône, alors qu'en Assyrie, c'est que des rois. Bonjour, je voulais vous demander, vous évoquiez dans les écrits la charge émotionnelle qu'il y avait. Je me demandais si vous pouviez dire un mot sur la question de l'intime. Est-ce que il y a des traces en fait de ces paroles de femmes liées à l'intime, et s'il y a une relation ou peut-être un mot séparé ou en lien sur la question du matrimonial. Est-ce que les mariages que vous mentionniez, est-ce que ce sont des alliances matrimoniales, économiques, entre familles, ou est-ce que, puisque ces femmes sont artisanes, chefs d'entreprise ou détentrices d'une fortune plus ou moins importante, est-ce qu'elles font des mariages aussi, des choix d'alliance qui sont guidés par autre chose que des stratégies économiques familiales, comme on peut le voir plus tard dans l'histoire, la Renaissance ou autre. Alors, la première question, donc, sur l'intime, on écrit rarement des choses très intimes, sauf dans les poèmes, les grands mythes, etc. Et par contre, dans ces lettres de femmes, parfois, oui. Alors, une déclaration d'amour, c'est Aram Kubi qui écrit à son mari Inaya « Quand est-ce que je reverrai tes yeux dans ma maison ?» Ça, c'est une vraie déclaration d'amour, quand même. Mais c'est rare, il n'y en a pas tant que ça, mais quand même, on en trouve quelquefois. Alors, on est quand même dans une société purement patriarcale. Hein. J'ai dit que c'était le papa qui donnait sa fille en mariage, généralement. Mais comme on s'aperçoit qu'il y a pas mal de remariages, de veuvages ou de divorces, finalement, en seconde noces, c'est souvent la femme qui décide qui elle veut épouser. C'est-à-dire qu'elle est plus sous la coupe d'un père. Et donc, elle peut décider, les contrats de divorce disent, elle pourra se remarier avec l'homme de son choix, qu'il soit assyrien ou anatolien. Donc, voilà, il y a différents degrés. Oui, je disais, c'est la situation commerciale qui crée des marges, des possibilités pour les femmes, finalement, d'avoir une part importante dans la vie sociale et économique, alors que la notion de domination reste quand même une domination masculine, quoi. En fait, on sait très bien, dans les périodes de guerre, quand les hommes sont absents, les femmes remplacent les hommes et reprennent toutes les responsabilités des hommes. Là, on est dans un cas où les hommes sont absents énormément. Et à partir du moment où ils sont absents, elles reprennent en charge énormément de choses. Oui, on est dans un cas un peu particulier. Est-ce qu'on sait des choses sur le dieu Achour? Est-ce qu'il avait des parents, une naissance? Est-ce qu'il aimait les sacrifices humains ou plutôt les noisettes, peut-être l'ancêtre du Nutella? Oui, on sait beaucoup de choses sur le dieu Achour, pas forcément à cette période-là, puisqu'on n'a pas vraiment de texte religieux. On sait que le temple d'Achour est complètement impliqué dans le commerce. Les marchands doivent faire des offrandes votives qui sont en fait des investissements dans le commerce au nom du temple, donc il s'enrichit aussi par le biais du commerce. On connaît, alors, il y a énormément de panthéons en Mésopotamie. Chaque ville a son dieu polyade, son dieu principal, parfois son couple de dieux. Là, c'est une des déesses Ishtar qui est la parèdre de Achour. On connaît énormément de choses sur ce dieu, mais pas pour cette période-là. Il faut aller prospecter quelques siècles plus tard, parce que là, il y a plus d'informations sur le temple lui-même. Là, je n'ai pas d'archives de temple, puisqu'on n'a pas fouillé Achour. Ce que je peux vous dire, c'est que
pour tout ce qui est... Alors, on a beaucoup de textes judiciaires, j'en ai pas beaucoup parlé, mais très souvent, il y a des litiges. Quand on parle d'argent, il y a des litiges, assez systématiquement. Et donc, on va en cour de justice assez régulièrement. Et puis, on essaye de traiter certains cas à l'amiable. Donc, il y a des dépositions devant des arbitres. Et toutes les dépositions se font en prêtant serment devant un symbole du dieu Achour. Donc, on sait qu'il y avait des chapelles à Kultepe, dans les différents comptoirs, avec des objets représentant le dieu Achour, peut-être même des statuettes, etc. On avait des petits temples. Donc, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des divinités pour les locaux anatoliens. La déesse principale de Kanesh, c'est la déesse Anna. Et on voit des marchands assyriens faire des offrandes à la déesse Anna. Et on voit des marchands anatoliens faire des cadeaux aux divinités assyriennes. C'est là que je veux dire qu'au bout d'un moment, avec ces mariages mixtes, et une population certainement complètement bilingue, eh bien, en fait, il y a une sorte d'acculturation. Et ça, c'est assez intéressant. Bonjour. Déjà, je voulais beaucoup vous remercier pour votre intervention parce qu'elle était vraiment géniale. Et je voulais vous poser une question technique sur l'établissement des arbres généalogiques parce que moi, je suis plus spécialiste de la culture grecque, donc j'ai un peu l'habitude des prénoms qui se retrouvent partout. Et j'imagine que c'est un petit peu le même fonctionnement à cette époque. Et est-ce que, par rapport à l'une des premières questions qu'il y avait sur la manière dont les familles écrivaient, est-ce que justement cette manière d'écrire familiale qui se transmettait, ça vous a aidé à établir ces arbres généalogiques? Ou est-ce qu'il y a quand même toujours un petit doute sur certains arbres Il y a plein de doutes, parce qu'en fait, ces gens, ils portent des noms aussi courants que les Martin du Pont-Durand. Donc des Achour Malik, j'en ai plus de 60, avec des patronymes différents. Donc c'est très compliqué. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, heureusement que la Ishtar-Bashti, fille d'Ishtar-Bashti, a un surnom, Zizi. Parce que sans ça, moi, j'étais perdue. Je ne pouvais pas m'en sortir. Donc, ces arbres généalogiques, en fait, c'est un travail de longue reconstruction prosopographique, grâce aux patronymes qui sont mentionnés, grâce au testament, aux successions, grâce aux archives, puisque finalement, on travaille depuis 1948 sur des archives archéologiques, des textes qui ont été trouvés dans la même maison, donc qui concernent a priori les mêmes familles, bien que ces gens travaillent avec beaucoup de collègues autres d'autres familles. Mais c'est tout un lent travail de reconstruction, ces arbres généalogiques. Et bien sûr, on a des doutes. J'ai un collègue qui a publié une archive découverte en 1991, et les parents qui s'appellent Lama Satoum et Lama ont 8 garçons. Et je suis un peu étonnée, parce qu'il y a 2 filles dans l'arbre généalogique. Moi, j'essaye de remettre les filles dans leur famille. J'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué, parce qu'une fois qu'elles sont mariées, elles sont un peu sorties. Mais mine de rien, elles restent en relation épistolaire avec leurs frères et avec leurs sœurs. Donc ça permet, quand on commence à reconstituer les histoires des familles, de reconstituer les arbres généalogiques. Mais c'est un long travail et ce n'est pas toujours à 100% sûr. Merci beaucoup. Merci Cécile, c'était formidable. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche lors de l'édition 2026 du festival L'Histoire à venir, organisé par l'Université Toulouse Jean Jaurès, le Théâtre Garonne, la librairie Ombre Blanche et les éditions Anacarsis. Vous pouvez retrouver cet enregistrement sur le site de l'Histoire à venir et sur notre plateforme Mixcloud Radio Toulouse.